Le flacon était froid dans ma main, transparent, petit, innocent en apparence, mais son contenu venait de détruire 46 ans de mariage en 3 secondes. Je l'avais trouvé dans la boîte à gants de la Peugeot de Giuliano, glissé sous les papiers d'assurance et une carte routière poussiéreuse, un lubrifiant intime, parfumé à la vanille. Encore à moitié plein. Mon mari et moi n'avions pas eu de relation intime depuis 7 ans. Le plastique craqua légèrement sous la pression de mes doigts tremblants. L'odeur sucrée me donna la nausée, pas à cause du produit lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Quelqu'un d'autre. Des mains que je ne connaissais pas. Une peau que je n'avais jamais touchée. Et Giuliano, mon Giuliano, qui pendant des décennies m'avait juré fidélité devant le notaire, devant Dieu, devant notre fils. « Maman ?» La voix de Daniel me fit sursauter. Je cachai le flacon dans mon sac à main d'un geste si rapide que j'en renversai mes clés sur le trottoir du boulevard Foch. Mon fils, 34 ans, avocat brillant, marié depuis 6 ans à Alice, me regardait avec cette inquiétude, polie qu'on réserve aux personnes âgées qu'on pense fragiles. « Ça va ?» Il ramassa mes clés, les déposa dans ma paume. « Tu es toute pâle. » Je souris. Ce sourire que j'avais perfectionné pendant des décennies de déjeuners familiaux tendus, de dîners où je cachais mes émotions derrière des plats de ratatouille et de blanquettes de veau. Le sourire de la femme qui ne fait pas de vagues, de celle qu'on peut ignorer parce qu'elle ignorera à son tour. « Tout va bien, mon chéri, juste un peu fatigué. » Il hocha la tête, déjà distrait par son téléphone qui vibrait. « Alice m'attend. On dîne au Fouquet's ce soir. » Un baiser rapide sur ma joue, l'odeur de son après-rasage coûteux, celui que je lui avais offert à Noël dernier avec l'argent que j'économisais sur les courses. Papa rentre tard, comme d'habitude, et c'était vrai. Giuliano rentrait, de plus en plus tard ces derniers mois. Réunions importantes, disait-il, clients difficiles. Mon mari, comptable à la retraite depuis 3 ans, qui soudain avait des réunions à 22h un mardi soir. Je suis tellement heureuse que vous soyez là à m'écouter. Vous savez, quand j'ai décidé de raconter cette histoire, je ne savais pas si quelqu'un croirait qu'une vieille femme comme moi pouvait se défendre. Si vous avez déjà vécu une trahison dans votre famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous pouvez vous abonner pendant que je continue à raconter, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai ouvert ce flacon chez moi ce soir-là. Notre appartement du 16e arrondissement était silencieux. 5 pièces aux moulures anciennes, parquet qui craquait sous les pieds, vue sur un jardin privé où les feuilles commençaient à jaunir en ce début novembre 2024. Un appartement haussmannien typique, hérité de mes parents en 1978. Giuliano y avait emménagé après notre mariage cette même année. 46 ans dans ces murs, 46 ans de lessive, de repas préparés, de sol lavé à genoux. Je m'assis à la table de la cuisine, cette table en chêne massif où nous avions nourri Daniel bébé, où nous avions célébré. Ô ses diplômes, où Giuliano lisait le Figaro chaque matin en buvant son café au lait. Le flacon était posé devant moi, obscène dans sa banalité. Mes mains ne tremblèrent plus. C'est étrange, ce moment précis où la peur se transforme en autre chose. Pendant 46 ans, j'avais été Josiane la discrète, Josiane la dévouée, Josiane qui ne posait pas de questions embarrassantes. Mais là, dans cette cuisine où j'avais passé des milliers d'heures à cuisiner pour un homme qui me trahissait, quelque chose en moi s'est brisé. Et quand quelque chose se brise, ça libère de l'espace pour autre chose. Je décrochai le téléphone. Composait un numéro que j'avais trouvé 3 semaines plus tôt, quand j'avais commencé à avoir des soupçons. Un détective privé. Un certain monsieur Beaumont, dont le bureau se trouvait près de la place de la République. « Allô? Monsieur Beaumont? C'est Madame Ferreira. Vous m'aviez dit de vous rappeler si je trouvais quelque chose. » Un silence. Puis, « Vous avez trouvé quoi, madame ?» Un flacon de lubrifiant dans la voiture de mon mari. Je vois. Un bruit de papier froissé. « Vous voulez que je commence la surveillance? » Oui, immédiatement. Ça va coûter 1500 ALS pour 2 semaines de filature complète. Photos, vidéos, rapports détaillés. Oul 1500. Pour certaines personnes, c'était 1 mois de salaire. Pour moi,
c'était 0,125% de ma fortune secrète. Parce que voilà ce que Giuliano ne savait pas, ce que personne ne savait, à part mon banquier discret de la Société Générale Agence Étoile. Pendant 46 ans, j'avais économisé. Pas beaucoup au début. 20 par-ci, 50 par-là, prélevés sur l'argent des courses, sur les petits boulots de couture que je faisais pour les voisines, sur l'héritage modeste de ma tante Marguerite que Giuliano avait jugé insignifiant et dont il ne s'était jamais soucié. 20 plus, or 50, plus or 100, plus or 200, pendant 46 ans. Investi prudemment. Placé dans des comptes d'épargne que j'ouvrais avec mes propres documents à des adresses de banque où Giuliano n'allait jamais, réinvesti dans des obligations d'État françaises, dans quelques actions de grandes entreprises stables. 200 000 200 000 euros que mon mari, cet homme qui me traitait comme une idiote incapable de comprendre les finances, ne soupçonnait même pas que j'avais accumulé. Et maintenant, j'allais utiliser cet argent pour le détruire. « Monsieur Beaumont !» dis-je avec une voix que je ne reconnaissais pas, froide, précise, dangereuse. « Faites tout ce qui est nécessaire. Je veux des photos, des vidéos, des enregistrements s'il parle. Je veux savoir où il va, avec qui, combien de temps, combien d'argent il dépense. Je veux des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Compris, madame. Je commence demain matin. » Cette nuit-là, Giuliano rentra à 23 heures. Ses vêtements sentaient un parfum que je ne portais pas. Quelque chose de sucré, de jeune, d'écœurant. Il m'embrassa distraitement sur le front, marmonna quelque chose sur un dossier compliqué et s'enferma dans la salle de bain. Je restais assise dans le salon, les lumières éteintes, écoutant l'eau couler, écoutant mon mari laver l'odeur d'une autre femme avant de se glisser dans notre lit conjugal. Mes mains reposaient calmement sur mes genoux. Mon cœur battait à un rythme régulier. Et pour la première fois en 46 ans, je me sentais puissante. Parce que j'avais un secret. Un secret de 1200 milliards. Un secret qui allait changer absolument tout. 3 jours plus tard, Monsieur Beaumont m'appela. « Madame Ferreira, j'ai des nouvelles que vous n'allez pas aimer. » Je m'assis sur le banc du jardin du Ranelagh, mon téléphone pressé contre mon oreille. Une mère poussait une poussette près de moi. Un homme promenait son chien. La vie continuait, normale et banale, pendant que la mienne s'effondrait. « Dites-moi, votre mari a effectivement une liaison, depuis environ 8 mois d'après ce que j'ai pu établir. 8 mois. Pas une aventure d'un soir, pas une erreur, une relation. Avec qui? Un silence. Le genre de silence qui précède les tremblements. De terre. C'est là que ça devient compliqué, madame. La femme avec qui il a une liaison. Il toussa. C'est votre belle-fille, Alice Ferreira. Le monde s'arrêta. Le chien aboya. La poussette grinça. Mon téléphone faillit glisser de ma main gantée. Qu'est-ce que vous venez de dire? Alice Ferreira, l'épouse de votre fils Daniel. J'ai des photos d'eux entrant ensemble dans l'hôtel Balzac hier après-midi. Ils y sont restés 3 heures. J'ai aussi... Il hésita. J'ai aussi des enregistrements audio. Ils étaient sur la terrasse d'un café rue de Passy avant-hier. Ils parlaient assez ouvertement. Envoyez-moi tout. Madame, êtes-vous sûre? Que? Envoyez-moi tout! Ma voix avait claqué comme un fouet. La femme à la poussette me regarda, alarmée. Je lui souris. Ce putain de sourire que je maîtrisais si bien. Et elle détourna le regard. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Un email de Beaumont. Pièces jointes, 15 photos, 4 vidéos, 2 fichiers audio. Je cliquais. Sur la première photo, Giuliano et Alice, main dans la main, entrant dans l'hôtel Balzac. Elle portait ce manteau en cachemire bordeaux que Daniel lui avait offert pour son anniversaire, payé avec l'argent que je lui avais prêté, eulou 800 ans que je ne reverrai jamais. Elle souriait. Ce sourire que je voyais chaque dimanche quand il venait déjeuner chez nous, ce sourire faux comme un billet de 3 €. Photo 2, eux dans un café, penchés l'un vers l'autre, complices. Photo 3, Giuliano touchant son visage avec une tendresse que je ne me rappelais même plus avoir vue. Photo 4 à 15, variation sur le même thème d'horreur. Je cliquais sur le premier fichier audio, mis mes écouteurs, montais le volume. La voix,
D'Alice d'abord, légère, joyeuse. Daniel travaille tard ce soir, on a jusqu'à minuit. Puis Giuliano, mon mari, avec cette voix grave que je connaissais par cœur. Parfait, j'ai réservé la suite habituelle, celle avec la baignoire. Rire. Leur rire mêlé qui me poignardait comme des lames. Alice encore. Tu lui as parlé de la maison? Un silence. Mon sang se glaça. Pas encore, répondit Giuliano. Mais j'ai déjà les documents. La procuration que j'ai, celle qu'elle a signée il y a 15 ans pour les démarches administratives quand elle était à l'hôpital, elle est toujours valide légalement. Le notaire a confirmé. Tu es sûr qu'elle ne va rien remarquer? Mon mari riait Josiane de moi. Elle ne remarque rien. Elle n'a jamais rien compris aux finances. Je m'occupe de tout depuis toujours. Elle signe ce que je lui dis de signer. Et quand tu auras vendu, on aura largement de quoi s'installer. L'appartement vaut au moins 2,5 millions vu l'emplacement. On partira à Nice. Je divorcerai. Tu divorceras. On recommencera. Qu'est-ce qu'elle deviendra? Josiane? Une pause. Elle se débrouillera. Elle aura sa part du divorce. Pas grand-chose, mais suffisant pour un studio dans le 13e. Elle s'en remettra. 46 ans de mariage. Réduit à « elle s'en remettra ». J'arrachai mes écouteurs. Une bile amère me monta à la gorge. Je vomis dans les buissons du jardin, discrètement, caché par un massif de rosiers fanés de novembre. Quand je me redressai, quelque chose en moi avait définitivement changé. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait lentement, méthodiquement. Et dans ma tête, avec une clarté de cristal, un plan commençait à se former. Un plan qui impliquait de la supercola et une humiliation publique qu'il n'oublierait jamais. Je passai les 3 jours suivants dans un état que je ne peux décrire que comme une clarté glaciale. Chaque geste était précis, chaque décision calculée. J'étais devenue une machine programmée pour un seul objectif, comprendre l'étendue complète de leur trahison avant de frapper. Le mardi matin, 5 novembre 2024, je me rendis à la Société Générale Agence Étoile. Mon banquier, M. Lavigne, un homme élégant d'une 50aine d'années qui gérait mes comptes depuis 12 ans, me reçut dans son bureau feutré avec son professionnalisme habituel. « Madame Ferreira, quel plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous ?»« J'ai besoin de vérifier quelque chose, Monsieur Lavigne. » Je sortis de mon sac à main la vieille procuration que Giuliano possédait, celle datant de 2009, quand j'avais eu cette opération de la vésicule biliaire et qu'on m'avait conseillé de mettre les papiers en ordre au cas où. Cette procuration donne-t-elle à mon mari accès à mes comptes ici? Il chaussa ses lunettes, examina le document. Son visage resta neutre, mais je vis ses doigts se crisper légèrement. Non, madame. Cette procuration concerne uniquement les biens immobiliers et les démarches administratives générales. Vos comptes bancaires ici sont protégés par des signatures séparées que vous avez établies lors de l'ouverture. Monsieur Ferreira n'a aucun accès à ces comptes. Pourquoi cette question? Le soulagement me traversa comme une vague tiède. Simple vérification. Et mon appartement? Celui du 16e? C'est là que la situation est différente. Il tapota le document. Techniquement, avec cette procuration, votre mari pourrait initier une vente. Mais... Il me regarda par-dessus, ses lunettes. Le notaire devrait vous contacter directement pour la signature finale. C'est la loi. Sans votre signature personnelle devant notaire, la vente ne peut être finalisée. Et si quelqu'un imitait ma signature? Un silence pesant s'installa. Monsieur Lavigne posa le document sur son bureau avec une délicatesse inquiétante. « Madame Ferreira, puis-je vous demander pourquoi vous posez ces questions ?» Je le regardais dans les yeux. Cet homme avait vu ma fortune grandir de 50 000 à 1 200 000 en 12 ans. Il connaissait chaque investissement, chaque placement, chaque décision financière intelligente que j'avais prise pendant que mon mari me croyait incapable de compter au-delà de 100. Parce que je crois que mon mari essaie de vendre mon appartement sans mon consentement. Il décrocha immédiatement son téléphone. Je vais appeler Maître Rousseau. C'est l'un des meilleurs avocats en droit immobilier de Paris, ami personnel. Il peut vous recevoir aujourd'hui même. Combien ça va coûter pour une consultation? Oh, 300. Pour vous défendre si la situation l'exige? Il marqua une pause. Entre 5 000 et 15 000 selon la complexité. Oh, 15 000. Une goutte d'eau dans mon océan secret.
Prenez rendez-vous. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau cossu de Maître Rousseau, rue du Faubourg Saint-Honoré. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, costume 3 pièces gris anthracite. Il écouta mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet en cuir. Quand j'eus terminé, il posa son stylo Montblanc et croisa les mains. « Madame Ferreira, ce que vous décrivez constitue potentiellement plusieurs délits. Falsification de documents, tentative d'escroquerie, abus de confiance. Si votre mari tente effectivement de vendre votre bien sans votre consentement réel, nous pouvons le poursuivre pénalement. Je veux plus que le poursuivre. » Ma voix était calme, presque douce. « Je veux le détruire. » Un sourcil se leva. « Détruire ? Légalement ? Bien sûr. Je veux qu'il perde tout. Je veux qu'Alice perde tout. Je veux que mon fils sache exactement qui il a épousé. Et je veux que toute leur petite conspiration s'effondre de la manière la plus humiliante et publique possible. Maître. » Rousseau se cala dans son fauteuil en cuir. Un sourire, minuscule, mais réel, apparut au coin de ses lèvres. « Dans ce cas, madame, nous allons avoir besoin de preuves irréfutables. Des enregistrements, des documents, des témoignages. Tout ce qui peut établir non seulement l'adultère, mais aussi la fraude financière. J'ai déjà des enregistrements et des photos. » Je lui tendis une clé USB. Tout est là. Il l'inséra dans son ordinateur, écouta les fichiers audio, examina les photos. Son visage resta professionnel, mais je vis sa mâchoire se serrer. C'est solide, très solide. Mais j'ai besoin de plus. Avez-vous accès à ses comptes bancaires? À ses emails? À tout document concernant la vente de votre appartement? Pas encore. Mais je peux obtenir tout ça. Comment? Je souris. Mon mari me croit idiote. Il laisse son ordinateur portable ouvert dans le salon. Son mot de passe est la date de naissance de Daniel. Il pense que je ne sais même pas comment utiliser un ordinateur. Parfait. Il nota quelque chose. Ce soir, quand il dormira, photographiez. Tout. Email, documents, historique bancaire si vous les trouvez. Ne téléchargez rien, ne supprimez rien. Juste des photos avec votre téléphone. Ça nous donnera une carte complète de leurs intentions. Et ensuite, nous préparons votre contre-attaque. Nous allons le prendre par surprise, Madame Ferreira. Quand lui et votre belle-fille penseront être à quelques jours de leur petite escapade à Nice, nous frapperons. Fort. Et de manière irréversible. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, je me glissais hors du lit conjugal. Giuliano ronflait doucement, un bras étalé sur mon oreiller maintenant vide. Dans le salon baigné de la lumière orange des réverbères du boulevard Foch, son ordinateur portable Dell reposait sur la table basse, fermé mais pas éteint. Je l'ouvris. L'écran s'illumina, demandant le mot de passe. 14-08-1990 est là, date de naissance de Daniel. Comme je l'avais deviné, accès accordé. Mon cœur battait maintenant, rapide et fort. Ce n'était plus de la peur, c'était de l'excitation, de l'adrénaline pure. J'étais une espionne dans ma propre maison, volant des secrets à l'homme qui m'avait volé 46 ans de ma vie. J'ouvris sa messagerie. Gmail. Des centaines d'emails. Je tapais Alice dans la barre de recherche. 87 résultats. Je commençais à lire, photographiant chaque message avec mon téléphone. Mes mains étaient parfaitement stables. Email du 15 septembre 2024, 22h34 de Giuliano Ferreira, Alice Ferreira objet, notre avenir. Mon amour, j'ai parlé au notaire aujourd'hui. Il confirme que la procuration que je possède est suffisante. Pour initier la vente, il faudra juste que je présente un certificat médical attestant que Josiane est diminuée pour justifier que je gère ses affaires. Mon médecin, le docteur Barbier, me doit quelques faveurs. Il signera ce qu'il faut. L'appartement vaut entre 2,3 et 2,5 millions. Moins les frais, on aura 2,2 millions nets. Largement de quoi partir. J'ai déjà repéré une villa à Nice, vue sur mer, €800 000. On gardera le reste pour vivre confortablement. Josiane n'aura rien. Ou presque. Dans le divorce, elle pourra réclamer une part. Mais avec le certificat médical, je plaiderai qu'elle n'est pas capable de gérer de grosses sommes.
Elle aura peut-être au 100 000 ou au 150 000. Assez pour un petit studio quelque part. Je t'aime. Plus que 3 mois et on est libre. J photo. Clic email du 3 octobre 2024, 14h22. Alice Ferreira, Giuliano Ferreira objet, Daniel. Mon chéri, Daniel devient suspicieux. Hier soir, il m'a demandé pourquoi je sortais autant faire du shopping. J'ai dit que c'était pour son anniversaire. Mensonge, évidemment. Il a eu l'air d'accepter, mais il me regarde bizarrement. Il faut accélérer. Je ne peux plus supporter de faire semblant, de coucher avec lui alors que c'est toi que je veux. Chaque fois qu'il me touche, j'ai envie de vomir. On peut avancer la date, janvier au lieu de mars. Je t'aime, A. Photo. Clic. Ma belle-fille. La femme que j'avais accueillie dans cette famille. Celle à qui j'avais appris mes recettes. Celle que j'avais consolée quand elle avait fait 2 fausses couches. Celle que j'avais défendue quand Daniel se plaignait qu'elle dépensait trop. Elle avait envie de vomir en couchant avec mon fils. Mais elle n'avait aucun problème à coucher avec mon mari de 72 ans. Je continuais à photographier, email après email. Chaque message était une nouvelle lame plantée dans mon dos, mais je ne ressentais plus la douleur, juste une froide détermination. Email du 28 octobre 2024, 19h47 2. Giuliano Ferreira, Maître Vincent Leroux, notaire, objet, vente 45 boulevard. Foch Maître Leroux, comme discuté, je souhaite vendre l'appartement du 45 boulevard Foch, 700 sur les biens de mon épouse, Madame Josiane Ferreira, qui souffre de troubles cognitifs liés à l'âge. Certificat médical à venir. Pourriez-vous estimer les délais pour une vente rapide? J'ai déjà un acheteur potentiel prêt à payer cash. Cordialement, Giuliano Ferreira. Réponse du 29 octobre, 10h12. Maître Vincent. Leroux A, Giuliano Ferreira, Monsieur Ferreira, pour une vente avec procuration, il me faudra la procuration originale, le certificat médical attestant l'incapacité de Madame Une, évaluation officielle du bien. L'accord écrit de Madame, même si elle est sous tutelle, simple formalité. Délai estimé, 6 à 8 semaines une fois, tous les documents réunis. Cordialement, Maître Leroux. Ils étaient à 6 semaines de voler ma maison, 6 semaines de me jeter à la rue avec 150 000 après avoir volé 2,5 millions. 6 semaines de détruire ma vie pendant que je préparais leur blanquette de veau du dimanche. Je photographiais tout. 53 emails au total. Puis j'ouvris ces documents. Un dossier intitulé « Nice, nouveau départ ». À l'intérieur, des photos de villas, des calculs budgétaires, un brouillon de lettres de démission pour le conseil d'administration. De la copropriété où Giuliano siégeait, et un document Word intitulé « Chronologie.docx ». Je l'ouvris. Mon sang se glaça encore plus qu'il ne l'était déjà. 15 novembre 2024. Certificat médical. Dr Barbier 20. Novembre 2024. Dépôt document chez notaire, Leroux 30. Novembre 2024. Évaluation appartement 15. Décembre 2024. Signature vente. Imiter signature Josiane si elle refuse. 20 décembre 2024. Virement des fonds de 27 décembre 2024. Départ pour Nice. Billets déjà achetés, janvier 2025, annonce du divorce à Josiane et Daniel Hill avait tout planifié. Chaque étape, chaque date, même le jour où il me dirait que ma vie était finie. Le 2 janvier, le lendemain du Nouvel An, comme cadeau, je refermais l'ordinateur, me levais, retournais me coucher à côté de l'homme qui ronflait toujours, inconscient. Que sa femme venait de découvrir chaque détail de sa trahison. Je m'allongeais sur le dos, fixant le plafond aux moulures victoriennes que mes parents avaient restaurées en 1975. Et je souris dans le noir, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient absolument rien. Ils ne savaient pas que j'avais 200 000 $. Ils ne savaient pas que j'avais un avocat. Ils ne savaient pas que je possédais maintenant 53 emails qui les condamneraient. Et ils ne savaient certainement pas que dans exactement 9 jours, leur petite conspiration allait exploser de la manière la plus spectaculaire et humiliante que Paris ait vue depuis longtemps. Le réveil indiquait 03h47. J'avais 9 jours pour tout préparer. 9 jours avant que Giuliano n'obtienne ce faux certificat.
Médical. 9 jours pour transformer la victime qu'ils croyaient que j'étais en leur pire cauchemar. Mes mains reposaient sur ma poitrine, calme, froide, parfaitement contrôlée. Et dans ma tête, le plan commençait à prendre forme. Un plan qui impliquait un parking isolé, un flacon de lubrifiant remplacé par de la supercola industrielle et les pompiers de Paris qui auraient l'intervention la plus mémorable de leur carrière. Le mercredi 6 novembre 2024, à 9 heures précises, je sonnais à la porte du cabinet de Maître Rousseau avec une clé USB contenant 53 photos d'email, 12 photos de documents et 4 enregistrements audio. Mon sac Longchamp, celui que j'avais depuis 15 ans, usé au coin, pesait lourd. Pas à cause de son contenu matériel, mais à cause de ce qu'il représentait. La fin d'un monde et le début d'un autre. Maître Rousseau m'accueillit, personnellement. Son assistante, une jeune femme brune en tailleur strict, nous apporta du café dans des tasses en porcelaine fine. Je remarquai qu'elle me regardait avec curiosité, probablement parce que je ne ressemblais pas aux clientes. Habituelle de ce cabinet luxueux, mes vêtements étaient propres mais démodés, mes chaussures confortables mais laides, mes cheveux gris et coupés courts sans style particulier. J'étais invisible, exactement comme je l'avais toujours voulu. Madame Ferreira, commença Maître Rousseau en insérant la clé USB dans son ordinateur. Avant que je regarde ceci, dites-moi, jusqu'où êtes-vous prête à aller? Jusqu'au bout? Ça signifie quoi pour vous, le bout? Je posai ma tasse. Le café était excellent. Un mélange éthiopien que je reconnaissais parce que j'avais travaillé 3 étés dans un café de la rue de Rivoli quand j'avais 20 ans. Giuliano ne savait même pas que j'avais eu ce travail. Il ne m'avait jamais posé la question. Ça signifie que je veux qu'il perde tout, que la vente de mon appartement soit annulée, que Giuliano soit poursuivi pour fraude, qu'Alice soit exposée publiquement, que mon fils sache exactement quelle femme il a épousée, et que toute leur petite conspiration se termine par une humiliation tellement spectaculaire que les gens en parleront encore dans 10 ans. Un sourire, un vrai cette fois, étira les lèvres de Maître Rousseau. Dans ce cas, madame, regardons ensemble ce que vous avez trouvé. Nous passâmes 2 heures à analyser chaque email, chaque document, chaque enregistrement. Maître Rousseau prenait des notes dans son carnet, annotait des dates, traçait des connexions. Quand nous eûmes terminé, il se cala dans son fauteuil et croisa les doigts. Madame Ferreira, ce que vous avez ici est une mine d'or juridique. Votre mari et votre belle-fille ont commis plusieurs erreurs fatales. Lesquelles? Premièrement, tous ces emails constituent des preuves écrites de conspiration. Deuxièmement, leur plan d'obtenir un faux certificat médical est un délit pénal. Falsification de documents officiels. Troisièmement, la tentative de vendre votre bien sans votre consentement réel est une escroquerie. Et quatrièmement, il marqua une pause. L'adultère en soi n'est pas un crime en France, mais dans le contexte d'un divorce, il influencera fortement la décision du juge concernant la répartition des biens. Combien de temps pour tout ça? Pour stopper la vente, immédiatement. Je peux contacter Maître Leroux aujourd'hui même et l'informer que vous n'avez donné aucune autorisation. Pour le reste, le divorce, les poursuites pénales, on parle de 6 mois à 1 an. Non? Ma voix était ferme. C'est trop long. Je veux que tout explose maintenant, pas dans 6 mois, maintenant. Maître Rousseau m'observa avec une intensité nouvelle. Vous avez quelque chose en tête? Peut-être. Madame Ferreira, en tant qu'avocat, je dois vous conseiller de suivre les procédures légales, normales. Mais il se pencha en avant. En tant qu'homme qui a vu trop de personnes se faire escroquer par des conjoints malhonnêtes, je dois admettre que j'apprécierais voir ces deux-là recevoir une leçon plus immédiate. Je souris. Dans ce cas, maître, j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose de très spécifique. Je vous écoute. Je veux que vous prépariez tous les documents légaux nécessaires, annulation de la procuration, plainte pour tentative de fraude, demande de divorce, avec tous les torts contre Giuliano. Mais je ne veux pas les déposer maintenant. Je veux les avoir prêts pour un moment très précis. Quel moment? Le 15 novembre, le jour où Giuliano doit obtenir son faux certificat médical. Pourquoi cette date spécifiquement? Je ne répondis pas immédiatement. Dans ma tête, les pièces du puzzle s'assemblaient.
Le 15 novembre, Giuliano aurait ce document qui me déclarait diminué. Il se sentirait invincible, en sécurité, victorieux. C'est exactement à ce moment-là qu'il fallait frapper. Parce que c'est le jour où ils penseront avoir gagné, dis-je finalement. Et c'est toujours le meilleur moment pour détruire quelqu'un. Maître Rousseau hocha lentement la tête. « Vous êtes une femme dangereuse, Madame Ferreira. »« Non, maître. Je suis juste une femme qui en a assez d'être invisible. » En sortant de son cabinet, j'appelai Monsieur Beaumont, le détective privé. « Monsieur Beaumont, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. »« Bien sûr, madame. Quoi ? » ?»« Je veux que vous continuiez à suivre mon mari et Alice. Mais cette fois, je veux des preuves très spécifiques. Je veux savoir exactement où ils vont quand ils se retrouvent, leur lieu de rendez-vous régulier, leurs habitudes, l'endroit où ils se sentent le plus en sécurité. Pourquoi ces détails ? Parce que je vais leur tendre un piège. Et pour qu'un piège fonctionne, il faut connaître exactement où l'animal va marcher. Un silence. Puis, vous savez, Madame Ferreira, je fais ce métier depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de conjoints trompés, mais vous êtes différente. Différente comment ? Vous ne pleurez pas, vous ne criez pas, vous planifiez. C'est rare. Et franchement, ça fait peur. Bien, répondis-je calmement. La peur est exactement ce que je veux qu'ils ressentent. Les 5 jours suivants furent une masterclass en espionnage, domestique. Je continuais ma vie normale, cuisinant, nettoyant, souriant à Giuliano quand il rentrait tard en sentant le parfum d'Alice. Mais chaque moment où j'étais seule, je travaillais. Je louais un petit box de stockage dans le 15e, arrondissement sous mon nom de jeune fille, Josiane Martin. J'y transportais discrètement certains de mes objets de valeur, les bijoux de ma mère, des photos de famille, des documents importants. Tout ce que je ne voulais pas perdre si Giuliano décidait de tout détruire dans un accès de rage quand mon plan se déclencherait. Je changeais les codes d'accès de mes comptes bancaires. J'informais M. Lavigne que si quelqu'un, y compris mon mari, essayait d'accéder à mes comptes, il devait immédiatement m'appeler et bloquer toute transaction. J'ouvris un nouveau compte email sous un pseudonyme et y transférais toutes les preuves que j'avais été détruit. J'aurais encore tout dans le cloud. Et chaque soir, quand Giuliano dormait, je continuais à fouiller. C'est le vendredi 8 novembre que je trouvais la bombe 1. J'étais dans le bureau de Giuliano, une petite pièce au fond de l'appartement qu'il gardait toujours fermée à clé. Mais j'avais trouvé la clé cachée dans une boîte à chaussures au fond de son armoire. Les hommes sont tellement prévisibles. À 3 heures du matin, pendant qu'il ronflait dans notre chambre, j'ouvris cette porte pour la première fois en 10 ans. Le bureau était banal, un ordinateur de bureau d'aile, des étagères avec des dossiers comptables datant de ses années de travail, une odeur de vieux papier et de poussière. Je fouillais méthodiquement, tiroir par tiroir, dossier par dossier. C'est dans le dernier tiroir, du bas, sous une pile de vieilles déclarations d'impôts, que je trouvais l'enveloppe brune. Pas d'étiquette, juste une enveloppe épaisse scellée avec du scotch. Je l'ouvris, à l'intérieur, un contrat d'assurance vie, société, AXA France Assurée, Josiane Martin Ferreira montant, 500 000 bénéficiaires, Giuliano Ferreira date de souscription, 12 mars 2024, je dus m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Mars 2024. 7 mois plus tôt. 1 mois avant qu'il ne commence sa liaison avec Alice, d'après les dates des premiers emails. Giuliano avait souscrit une assurance vie de 500 000 $ sur ma tête. Mes mains tremblaient, en tenant le document. Les lettres dansaient devant mes yeux. Je dus lire 3 fois pour être sûre de ce que je voyais. Ma signature était au bas du document. Mais ce n'était pas ma signature. C'était une imitation. Pas mauvaise, mais pas parfaite non plus. Le J était trop rond, le F trop droit. Il avait falsifié ma signature pour m'assurer à mon insu, et il était le bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre que son mari a souscrit une assurance vie de 500 000 $ sur votre tête sans vous en parler? Qu'est-ce qu'on pense? On pense à toutes ces fois où il avait insisté pour que je prenne ces vitamines qu'il m'achetait. Ces gélules blanches que je prenais chaque matin depuis quand déjà? Depuis avril, 1 mois après l'assurance. On pense à toutes ces fois
où il avait suggéré que je conduise sur l'autoroute la nuit. Pour garder tes réflexes, chérie. On pense à cette fois où il avait insisté pour que je monte sur cette échelle branlante pour nettoyer la gouttière. Tu es plus légère que moi, ce sera plus sûr. On pense à ces choses et on réalise. Ce n'était pas juste une trahison. C'était peut-être une tentative de meurtre planifié. Je photographiai le document sous tous les angles, puis je le remis exactement où je l'avais trouvé. Refermai le tiroir. Refermai la porte du bureau. Remis la clé dans la boîte à chaussures. Retournai me coucher à côté de l'homme qui avait peut-être essayé de me tuer. Mon cœur battait, mais pas de peur, de rage. Une rage froide et cristalline qui me donnait une clarté mentale parfaite. Le samedi matin, je pris rendez-vous avec le docteur Moreau, mon médecin généraliste depuis 20 ans. Une femme d'une 50aine d'années, sérieuse et compétente. Josiane. Elle m'accueillit chaleureusement dans son cabinet du 15e. « Qu'est-ce qui vous amène? Rien de grave, j'espère ?» Docteur Moreau, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, quelque chose d'inhabituel. Son sourire s'effaça. Je vous écoute. J'ai besoin d'un examen médical complet. Test cognitif, test de mémoire, examen neurologique, et j'ai besoin d'un certificat officiel attestant de mes capacités mentales. Pourquoi? Je lui racontai tout. La liaison, le plan de vente, le PUNDA, faux certificat que Giuliano comptait obtenir du docteur Barbier. L'assurance vie. Quand j'eus terminé, le docteur Moreau était livide. Ce salaud. Elle se leva, fit les 100 pas dans son cabinet. Ce putain de salaud. Et Barbier est complice? Je vais le signaler à l'ordre des médecins. C'est une violation grave de la déontologie. Pas encore, dis-je calmement. Laissez-le signer son faux certificat. Ça sera une preuve supplémentaire contre lui et Giuliano. Mais j'ai besoin que vous me fassiez ces examens aujourd'hui. Et que le certificat soit daté d'aujourd'hui, avant celui de Barbier. Elle hocha la tête. Faisons ça. Nous passâmes 2 heures ensemble. Test de mémoire, parfait. Test cognitif, parfait. Examen neurologique, parfait. À 68 ans, j'étais en excellente santé mentale et physique. « Josiane, dit Dr Moreau en me remettant le certificat officiel, vous êtes une des patientes les plus lucides et intelligentes que j'ai jamais eues. Quiconque prétendrait le contraire est un menteur. » Merci, docteur. Puis-je vous demander encore une chose? Tout ce que vous voulez. Ces vitamines que mon mari m'achète depuis avril, ces gélules blanches, pouvez-vous les analyser? Son visage devint grave. Vous pensez qu'il pourrait vous droguer? Je ne sais pas, mais je veux savoir. Apportez-les-moi. Je les enverrai au laboratoire pour analyse toxicologique complète. Ça prendra 1 semaine. Ce soir-là, je volai 3 gélules de la boîte que Giuliano gardait dans l'armoire de la salle de bain, les apportai au docteur Moreau dans une enveloppe scellée et cessai immédiatement de les prendre. Monsieur Beaumont m'appela le dimanche 10 novembre. « Madame Ferreira, j'ai ce que vous vouliez. Dites-moi. Votre mari et Alice ont 3 lieux de rendez-vous réguliers. Le premier, l'hôtel Balzac près des Champs-Élysées. Le deuxième, un appartement Airbnb rue de la Pompe qu'ils louent 2 après-midi par semaine. Le troisième, oui. Le troisième est plus inhabituel. Il se retrouve parfois dans le parking souterrain de l'immeuble d'Alice et Daniel. Niveau 2. C'est isolé, peu de caméras de surveillance. Il reste dans la voiture de votre mari, environ 1 heure chaque fois. Le parking, l'endroit parfait, isolé, privé, où personne ne viendrait les déranger. Quelle fréquence? 2 fois par semaine, les mardis et vendredis soirs, toujours entre 23h et minuit. Vendredi. Le 15 novembre était un vendredi. Monsieur Beaumont, j'ai une dernière mission pour vous. Laquelle? Le 15 novembre au soir, je veux que vous soyez dans ce parking, avec votre appareil, photo, prêt à documenter quelque chose que vous n'oublierez jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de spectaculaire. Le lundi 11 novembre, je me rendis dans une quincaillerie industrielle du 18e arrondissement. Un endroit sale et bruyant où des ouvriers achetaient des matériaux de construction. Personne ne me regarda 2 fois. J'étais juste une vieille femme invisible. Je voudrais de la colle,
dis-je au vendeur, un homme barbu couvert de poussière de plâtre. Quel type de colle? La plus forte que vous ayez, pour coller du métal. Quelque chose qui sèche très vite et qui ne peut pas être décollé facilement. Il me montra un rayon. Ça, c'est de la supercolla industrielle à base de cyanoacrylate. On l'utilise pour l'aéronautique. Ça colle en 15 secondes. Une fois sec, c'est quasi impossible à séparer sans solvant spécialisé. Mais attention, c'est dangereux. Il faut des gants. Parfait, j'en prends 3 tubes. 3? Madame, un seul tube suffit pour 3. Il haussa les épaules. Comme vous voulez, ça fait 47. Je payais en espèces. Pris les tubes dans un sac plastique. Sorti dans la rue grise de novembre. Dans ma tête, je visualisais déjà la scène. Le mardi 12 novembre, Maître Rousseau m'appela. Madame Ferreira, j'ai contacté Maître Leroux, le notaire. Je lui ai informé que vous n'aviez donné aucune autorisation pour vendre votre appartement et que toute tentative de votre mari de procéder serait considérée comme frauduleuse. Comment a-t-il réagi? Il était, disons, très embarrassé. Il a immédiatement annulé tous les rendez-vous avec votre mari. Apparemment, il avait trouvé la procuration suspecte, mais votre mari l'avait assuré que tout était légal. Donc, la vente est bloquée? Complètement. Mais il hésita. Votre mari ne le sait pas encore. Maître Leroux a accepté ma demande. De ne pas le contacter avant le 16 novembre. Ça vous laisse du temps pour faire ce que vous avez prévu de faire. Merci, maître. Madame Ferreira, je dois vous demander, qu'est-ce que vous préparez exactement? Une leçon. Une leçon que Paris n'oubliera pas de sitôt. Le mercredi 13 novembre fut la journée la plus productive. J'appelais Daniel, mon fils, et lui demandais de déjeuner avec moi. Juste nous deux. Quelque chose d'important à te dire, avais-je dit. Nous nous retrouvâmes dans une brasserie discrète du 7e. Mon fils arriva en costume impeccable, cheveux bruns bien coiffés, l'air de l'avocat prospère qu'il était devenu. Tellement beau, tellement comme son père avant que son père ne devienne un menteur et un voleur. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes ?» Je sortis de mon sac une enveloppe. « Daniel, ce que je vais te montrer va te détruire. Mais je préfère que tu l'apprennes de moi plutôt que de découvrir d'une autre manière. » Me montrer quoi? Je posai l'enveloppe sur la table. Des photos et des emails qui prouvent là que ton père a une liaison avec ta femme depuis 8 mois. Son visage perdit toute couleur. Quoi? Daniel, je suis désolé, tellement désolé. Mais c'est la vérité. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Je regardais ses yeux parcourir les photos. Le premier email, le deuxième, le troisième. Non, murmura-t-il. Non, 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 Daniel, ce n'est pas possible. Il frappa la table. Les clients autour se retournèrent. Papa ne ferait jamais ça. Et Alice? Alice ne... Lise l'email du 3 octobre, dis-je doucement. Celui où elle dit qu'elle a envie de vomir chaque fois que tu la touches. Il lut. Je vis le moment exact où son cœur se brisa. Ses yeux se remplirent. Plein de larmes, sa mâchoire se serra. Maman, pourquoi me montrer ça? Sa voix était brisée. Parce que vendredi soir, je vais les exposer publiquement. Et je voulais que tu saches avant. Je voulais que tu aies le choix. Le choix de quoi? De participer ou non. De te venger ou non. De les détruire. Ou non. Il pleura. Mon fils adulte de 34 ans pleura dans ce restaurant comme un enfant. Je tendis ma main par-dessus la table et pris la sienne. Daniel, il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi encore? Ça peut être pire? Ton père a souscrit une assurance vie de 500 000 sur ma tête en falsifiant ma signature. Je crois qu'il prévoyait peut-être de me tuer. Le choc sur son visage était total. Me tuer? Je lui montrai les photos du contrat d'assurance. Il devint vert. Se leva brusquement, courut aux toilettes. Je l'entendis vomir. Quand il revint, 10 minutes plus tard, son visage n'était plus celui d'un fils blessé. C'était celui d'un homme en guerre. « Maman », dit-il avec une voix que je ne lui connaissais pas. « Qu'est-ce que tu as prévu pour vendredi ?» Je lui expliquai. Tout. Le lubrifiant, la supercolla, le parking, les pompiers qui devraient venir les séparer. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, il sourit. Un sourire mauvais. « Vengeur satisfait. Je veux être là, dit-il. Je veux les voir. » Daniel,
S'il te plaît, maman, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de les voir souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Je hochai la tête. D'accord, mais tu restes dans l'ombre. Tu observes seulement. Le reste, c'est moi qui m'en charge. Pourquoi? Toi? Parce que je suis vieille, parce que je suis invisible, parce que personne ne soupçonnera jamais une femme de 68 ans d'avoir orchestré quelque chose d'aussi spectaculaire. Mon fils me regarda avec une admiration nouvelle. « Maman, qui es-tu vraiment ?» Une femme qui en a assez d'être traitée, comme une idiote. Le jeudi 14 novembre, le docteur Moreau m'appela. « Josiane, j'ai les résultats de l'analyse des gélules. » Et ce ne sont pas des vitamines, c'est du Rohypnol, à faible dose, mais c'est bien ça. Le monde s'arrêta encore une fois. Rohypnol, la drogue du viol, la drogue qui rend confus, docile, amnésique. Depuis combien de temps il vous donne ça? Depuis avril, 7 mois. Josiane, votre mari vous droguait, probablement pour vous rendre confuse et justifier ce certificat médical de troubles cognitifs. C'est criminel. Vous devez aller à la police immédiatement. Je n'irai pas à la police. Quoi? Mais pas encore. Demain soir, après ce que j'ai prévu, j'irai. Avec toutes les preuves, mais pas avant. Josiane, je ne suis pas sûre que... Docteur Moreau, faites-moi confiance. Demain soir, Giuliano Ferreira aura tellement de problèmes qu'un peu plus ou un peu moins ne fera aucune différence. Silence. Puis, vous êtes terrifiante, Josiane. Merci. Le vendredi 15 novembre 2024, je me réveillai à 6 heures du matin avec une clarté mentale absolue. C'était le jour. Le jour où 46 ans de mensonges, de trahison, de drogue, de vols planifiés, de tentatives de meurtre, tout ça allait exploser. Giuliano se réveilla à 7 heures. S'habilla, prit son café que je lui préparais comme toujours, sans poison contrairement à lui. « Je sors aujourd'hui, dit-il. Rendez-vous important. » « Avec le docteur Barbier ?» demandai-je innocemment. Il me regarda, surpris. « Comment tu sais ça? Tu l'as mentionné la semaine dernière, chérie. » Mensonge. « Pour ton check-up annuel ?»« Ah oui, c'est ça. Il partit à 9 heures. Je savais exactement où il allait, chercher ce faux certificat médical qui me déclarait diminué. Moi, pendant ce temps, j'avais d'autres plans. À 10 heures, j'allais au garage de notre immeuble. Trouver la Peugeot de Giuliano. Ouvrit la boîte à gants avec le double de clés que j'avais fait faire en secret. Le flacon de lubrifiant était toujours là, à moitié utilisé, témoin silencieux de leurs ébats dans des parkings et des hôtels. Jetons, le pris. Le vidai complètement dans les toilettes du garage. Le rinçai 3 fois à l'eau chaude. Puis, avec des gants en latex que j'avais achetés à la pharmacie, je remplis le flacon avec la super cola industrielle que j'avais achetée. Les 3 tubes entiers. Le flacon était maintenant plein à ras-bord d'un liquide transparent qui ressemblait exactement au lubrifiant original. Même odeur sucrée de vanille parce que j'avais ajouté 2 gouttes d'extrait de vanille alimentaire. Même consistance visqueuse, impossible à distinguer à l'œil nu. Je remis le flacon exactement où il était, refermai la boîte à gants, jetai mes gants dans une poubelle publique 3 rues plus loin. Puis je rentrai chez moi. Préparai un déjeuner léger, mangeai calmement. À 14 heures, Giuliano rentra, triomphant. « Josiane, j'ai de bonnes nouvelles. »« Vraiment ? » ?»« Oui, le docteur Barbier m'a confirmé que tu es en excellente santé. Aucun problème cognitif. Tu vas très bien. » Menteur. Il avait ce faux certificat dans sa poche, celui qui me déclarait diminué. Mais il me mentait en face. Oh, c'est merveilleux. Je souris. Je savais que je n'avais rien. Il m'embrassa sur la joue. Son haleine sentait le mensonge et la trahison. Ce soir, je sors encore. Réunion tardive. Ne m'attends pas. D'accord, chérie. Il ne savait pas que je savais. Il ne savait pas que monsieur Beaumont serait là. Il ne savait pas que Daniel serait là. Il ne savait pas que dans quelques heures, sa vie serait détruite de la manière la plus spectaculaire et humiliante possible. Il ne savait rien. Et c'était exactement ce que je voulais. 22h45, mon téléphone vibra. Un message de monsieur Beaumont. Ils viennent d'entrer dans le parking. Niveau 2. Je suis en position.
Un deuxième message de Daniel. Je suis là aussi, caché derrière une colonne. Je vois la voiture de papa. Je fermais les yeux, respirais profondément. C'était parti. Dans ce parking souterrain du 15e arrondissement, au niveau 2, dans une Peugeot noire immatriculée AG 347 KR, mon mari de 72 ans et ma belle-fille de 32 ans allaient donc vivre les 15 prochaines minutes les plus humiliantes de leur vie. Et moi, à 68 ans, j'allais, enfin, cesser d'être invisible. 23h12. Mon téléphone vibra une troisième fois. Monsieur Beaumont. Ils viennent de commencer. J'entends des bruits. Ça va être le moment. Je me levai de mon fauteuil du salon, enfilai mon manteau, pris mon sac à main contenant tous les documents, les emails imprimés, le certificat du Dr Moreau, les photos de l'assurance vie falsifiée, les résultats d'analyse du Rohypnol. Descendis les escaliers de notre immeuble. Marchai calmement dans les rues sombres de novembre. 3 pâtés de maison. Pas pressée, pas nerveuse. J'étais un missile à tête chercheuse et je venais de trouver ma cible, 23h22. J'entrais dans l'immeuble d'Alice et Daniel. Le gardien me connaissait. J'étais venu déjeuner ici des dizaines de fois. « Bonsoir, Madame Ferreira. Bonsoir, Jean-Claude. Je vais voir mon fils. »« À 7 heures ?»« Surprise, souris-je. C'est bientôt son anniversaire. » Il hocha la tête, me laissa passer. Je pris l'ascenseur jusqu'au parking. Niveau 2, les portes s'ouvrirent sur un silence de cathédrale. Béton gris, lumière fluorescente blafard, odeur d'huile et de pneus. Et au fond, près du mur est, la Peugeot noire de Giuliano vitres embuées, voiture qui bougeait légèrement sur ses suspensions. Je marchais doucement, mes chaussures à semelles souples ne faisant presque aucun bruit. Derrière une colonne de béton, je distinguais la silhouette de Daniel. Son visage était un masque de rage contenu. Derrière une autre colonne, Monsieur Beaumont avec son appareil photo équipé d'un téléobjectif. Il me fit un signe de tête. Je m'approchai de la voiture. 5 mètres. 4. 3. Les gémissements étaient audibles maintenant. Alice, sa voix aiguë résonnait dans l'espace clos. Oh Dieu, oh Dieu. Giuliano. 2 mètres. 1 mètre. Je tapais à la vitre arrière. Toc, toc, toc. Les mouvements cessèrent instantanément. Silence absolu. Je tapais à nouveau. Plus fort. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un ? La voix de Giuliano, paniquée. Je ne répondis rien. Attendis 20 secondes. 30. 40. Puis j'entendis quelque chose d'étrange. Un bruit de panique, des voix étouffées, des tentatives de mouvement. Qu'est-ce que... Alice, tu peux bouger ? Non, Giuliano, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Merde, merde ! Pourquoi tu ne te retires pas ? Je ne peux pas. Je suis... On est... Oh mon Dieu, on est collés. Quoi ? La panique dans leur voix était comme une symphonie. Chaque note de terreur était une note de musique pour mes oreilles. Je contournais la voiture, appuyais mon visage contre la vitre du conducteur, regardais à l'intérieur. Le spectacle était exactement ce que j'avais imaginé. Giuliano, pantalon baissé jusqu'aux chevilles, était figé dans une position anatomiquement compromettante. Alice, robe relevée jusqu'à la taille, était collée à lui de la manière la plus intime et la plus irréversible possible. Leurs yeux me virent à travers la vitre. La reconnaissance prit une demi-seconde. Puis l'horreur absolue. « Josiane !» hurla Giuliano. Je souris. Un sourire doux, maternel, bienveillant. Le sourire que j'avais perfectionné pendant 46 ans, et je sortis mon téléphone, composait le 18. Pompier. Allô, j'ai besoin d'aide. Parking souterrain du 47 rue de Lourmel, niveau 2. 2 personnes sont coincées, dans une situation délicate. Oui, coincées, physiquement collées l'une à l'autre. Non, je ne plaisante pas. Elles ont utilisé un produit et maintenant, elles ne peuvent pas se séparer. S'il vous plaît, venez vite. C'est urgent. Je raccrochais. Giuliano tambourinait contre la vitre de l'intérieur. « Josiane, ouvre cette putain de porte, ouvre !» Le langage, Giuliano. Tu sais que je n'aime pas les calmement à travers la... Comment tu nous as trouvés ?
Oh, mon chéri, je vous ai toujours su, depuis le début. Alice pleurait maintenant. Ses sanglots résonnaient dans la voiture. Madame Ferreira, s'il vous plaît, aidez-nous. On a mal, on ne peut pas bouger. Tu as mal, Alice? Je penchai la tête, faussement inquiète. C'est terrible. Sais-tu ce qui fait mal aussi? Découvrir que ton mari te trompe avec ta belle-fille, découvrir qu'il prévoit de te voler ta maison, découvrir qu'il te drogue depuis 7 mois, découvrir qu'ils ont souscrit une assurance vie sur ta tête en falsifiant ta signature. Le visage de Giuliano devint couleur cendre. Tu sais, je sais tout, Giuliano. Chaque email, chaque message, chaque rendez-vous, chaque mensonge, le docteur Barbier et son faux certificat, Maître Leroux et la vente frauduleuse, le Rohypnol dans mes vitamines, les 500 000 d'assurance vie. Tout, absolument tout. Alice gémit. Oh non, oh non, non, non. Et tu sais ce qui est drôle? Continuai-je avec cette voix douce qui me faisait trembler moi-même. Pendant tout ce temps, pendant que vous me croyiez idiote, pendant que tu me droguais et planifiais de me jeter à la rue, j'avais 1 200 000 cachés. 1 200 000 euros que tu n'as jamais su que je possédais. 46 ans d'économie, 46 ans d'investissement. Pendant que tu me traitais comme une imbécile, incapable de comprendre les finances. Moment viral 1, révélation financière, je sortis de mon sac 3 relevés bancaires. Les collais contre la vitre, un par un, comme des affiches de condamnation. Société Générale, compte 1, € 420 000. Giuliano ouvrit la bouche. Aucun son. N'en sortit. BNP Paribas, compte 2, € 530 000. Alice ferma les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Crédit Agricole, compte 3, le 150 000. Je frappais doucement contre la vitre avec les documents. Total, 1 200 000. 46 ans de travail, de sacrifices, de petites économies que tu croyais insignifiantes. Et devine quoi, Giuliano? Tu ne verras pas 1 centime. Pas 1 centime. Josiane, s'il te plaît. Sa voix était brisée. On peut parler de ça, je peux expliquer. Expliquer? Explique-moi comment on falsifie une signature sur une assurance vie. Explique-moi comment on drogue sa femme pendant 7 mois. Explique-moi comment on baise la femme de son propre fils dans un parking. Le mot « baise » sortit de ma bouche comme un coup de fouet. Je ne l'avais jamais utilisé de ma vie. Jamais. Mais là, dans ce parking souterrain, face à ces 2 ordures collées ensemble comme des rats dans un piège, ce mot était parfait. Des sirènes résonnèrent au loin. Les pompiers arrivaient. Daniel, sorti de derrière sa colonne, s'approcha lentement de la voiture. Son visage était méconnaissable, mâchoire serrée, yeux rouges, poings crispés. « Daniel !» Alice le vit à travers la vitre. « Daniel, mon amour, je peux expliquer. » Moment viral 3. Confrontation. Père, Fils Daniel ne dit rien pendant 10 longues secondes. Il regarda simplement son père, puis sa femme, puis de nouveau son père. Quand il parla enfin, sa voix était si froide qu'elle aurait pu geler l'enfer. Pendant 6 ans, je t'ai aimé. 6 ans où j'ai travaillé 70 heures par semaine pour te payer tout ce que tu voulais. Ce manteau à 1200 cents que tu portes en ce moment. Cadeau d'anniversaire, cette montre Cartier à ton poignet. Noël dernier, ces boucles d'oreilles en diamant, notre 4e anniversaire. Il compta sur ses doigts. 47 000 en 6 ans. 47 000 euros de cadeaux, de restaurants, de voyages, de tout ce que ton petit cœur désirait. Et tu l'email du 3 octobre, tu disais que tu avais envie de vomir chaque fois que je te touchais. Alice sanglota. Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Tais-toi. Le cri de Daniel résonna dans tout le parking. Tu n'as plus le droit de me parler. Plus jamais. Il se tourna vers son père. Et toi? Giuliano essaya de détourner le regard. Mais il était coincé, immobilisé, forcé de faire face à son fils. 72 ans, dit Daniel avec une voix tremblante de rage contenue. 72 ans et tu baises ma femme dans un parking comme un adolescent en rut. Tu drogues ta propre épouse, tu falsifies des documents, tu prévois de la tuer pour 500 000. Daniel, ce n'est pas 46 ans,
elle t'a préparé à manger. 46 ans, elle a lavé tes vêtements. 46 ans, elle t'a supporté, toi et tes conneries. Et tu la remercies en la droguant et en planifiant de la jeter à la rue. Giuliano pleurait maintenant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Tu n'es pas désolée, tu es coincée. Il y a une différence. Les sirènes étaient toutes proches maintenant. Lumière rouge et bleue illuminant les rampes du parking. Monsieur Beaumont avait photographié tout. Chaque angle, chaque moment, chaque larme. « Madame Ferreira, me dit-il en s'approchant, j'ai 347 photos. C'est la chose la plus spectaculaire que j'ai jamais documentée. Envoyez-les-moi toutes. Et gardez les originaux en sécurité. Bien sûr, et... » Il hésita. « Félicitations, vraiment, c'est du génie. » Moment viral de « Arrivée des pompiers 3 ». Camions de pompiers entrèrent dans le parking dans un concert de sirènes. 6 pompiers en descendirent, équipés de matériel, d'intervention. Le capitaine, un homme d'une 50aine d'années à la carrure impressionnante, s'approcha de moi d'abord. « Madame, c'est vous qui avez appelé ?»« Oui, capitaine. »« Où sont les personnes coincées ?» Je pointai la Peugeot. « Là, dans la voiture. Mon mari et ma belle-fille. Ils ont utilisé un produit inadéquat et maintenant, ils sont collés. » Collés. Comment ? Intimement, capitaine. Il fronça les sourcils. Intimement, sexuellement collés, pour être précise. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda la voiture, puis moi, puis Daniel, puis Monsieur Beaumont avec son appareil photo. C'est une blague ? Je vous assure que non. Un des pompiers plus jeunes s'approcha de la vitre, regarda à l'intérieur et recula immédiatement. Putain, chef, elle a raison, ils sont vraiment... Merde alors. Langage, Durand. Le capitaine s'approcha, évalua la situation. Je vis son visage passer par plusieurs émotions, incrédulité, puis compréhension, puis quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amusement réprimé. Bon, d'accord, c'est une première. Il se tourna vers son équipe. On va avoir besoin du solvant spécial, et peut-être des pinces de désincarcération, et... Seigneur, appelez une ambulance aussi. 2 pompiers se mirent au travail pour ouvrir les portières. Giuliano et Alice hurlaient, maintenant de douleur et d'humiliation. « Ne regardez pas !» criait Alice. « S'il vous plaît, ne regardez pas !» Mais tout le monde regardait. Les 6 pompiers, Monsieur Beaumont, Daniel, moi, et maintenant 3 résidents de l'immeuble attirés par les sirènes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda une vieille dame au 5e étage. 2 personnes coincées dans une voiture, expliqua un pompier. Coincées. Comment ? D'une manière délicate, madame. La portière céda enfin. L'intérieur de la voiture fut exposé à tous. L'odeur de la super-cola, mélangée à celle de la panique et de la honte, s'échappa comme une accusation visible. Les pompiers essayèrent d'abord de les séparer avec un solvant. Ça ne marchait pas assez vite. Giuliano hurlait. Alice sanglotait. « On va devoir appeler l'hôpital, » dit le capitaine. « Ils vont devoir aller en salle d'urgence, collés comme ça. »« En ambulance ?» hurla Giuliano. « Collés ? Monsieur, vous avez utilisé un produit extrêmement puissant. Ça va prendre des heures. » Pour dissoudre complètement. Et on ne peut pas faire ça ici. Il faut un environnement médical contrôlé. Alice vomit, directement dans la voiture. Sur le siège, sur elle-même. L'ambulance arriva 10 minutes plus tard. Les paramédics, une femme et un homme dans la trentaine, évaluèrent la situation. « On ne peut pas les mettre sur des brancards séparés, » constata la femme. « Il va falloir les transporter, ensemble. »« Ensemble ?» Alice sanglota plus fort. « Madame, vous êtes littéralement collée à cet homme. On ne peut pas vous séparer ici. » Ils installèrent un seul brancard. Large, spécial, essayèrent de positionner Giuliano et Alice dessus de la manière la moins indigne possible. Ce fut impossible. Ils sortirent du parking collés l'un à l'autre, exposés aux yeux de maintenant 15 résidents de l'immeuble rassemblés près des ascenseurs. Les téléphones étaient sortis, les photos prises, les vidéos tournaient. Giuliano cachait son visage avec ses mains. Alice pleurait sans interruption. Mais avant qu'ils n'atteignent l'ambulance, 2 voitures de police arrivèrent.
Le capitaine de police, une femme sévère d'une quarantaine d'années, descendit de la première voiture. « Qui a appelé la police ?»« Moi, dis-je en m'avançant. Je m'appelle Josiane Ferreira. Ces deux personnes, mon mari Giuliano Ferreira et ma belle-fille Alice Ferreira, ont conspiré pour me voler ma maison, m'ont drogué pendant 7 mois avec du rohypnol et ont falsifié ma signature sur un contrat d'assurance-vie. Je sortis de mon sac tous les documents, les emails, les enregistrements audio sur une clé USB, le contrat d'assurance-vie, les résultats d'analyse du docteur Moreau, tout. Et là, capitaine, chaque preuve, chaque crime, fraude, falsification de documents, empoisonnement, tentative d'escroquerie. Elle parcourut rapidement les documents. Son visage se durcit à chaque page. « Monsieur Ferreira », dit-elle en s'approchant du brancard, où il était toujours collé, à Alice. « Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, tentative d'escroquerie et administration de substances toxiques. Vous avez le droit de garder le silence. »« Je suis collé à une femme, pas m'arrêter maintenant. »« Monsieur, vous serez arrêté officiellement une fois séparé et soigné à l'hôpital. Mais sachez que des agents seront postés devant votre chambre. Vous ne quitterez pas cet hôpital sans être menotté. » Elle se tourna vers Alice. « Madame Ferreira, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité de fraude et tentative d'escroquerie. » Alice ne répondit même pas. Elle avait sombré dans une sorte de catatonie honteuse. Les NIN, paramédics, les chargèrent finalement dans l'ambulance. 2 policiers montèrent avec eux. Le capitaine de pompiers s'approcha de moi avant de partir. « Madame, je dois vous demander, comment savez-vous qu'ils allaient utiliser ce produit ce soir ?» Je souris. Ce sourire innocent de vieille dame. « Oh, capitaine, je ne savais pas. Quelle coïncidence terrible que j'ai décidé de passer voir mon fils exactement au moment où mon mari et ma belle-fille se trouvaient coincés dans le parking, n'est-ce pas ?» Il me regarda longtemps. Puis un sourire, petit mais réel, apparut sur son visage. Une coïncidence, en effet. « Bonne soirée. »« Madame !» Et il hésita. « Bravo !» Les camions partirent. L'ambulance partit. Les voitures de police partirent. Il ne restait que moi, Daniel, Monsieur Beaumont et 15 résidents de l'immeuble qui chuchotaient avec excitation. « C'était quoi ?» demanda quelqu'un. « Un mari et sa maîtresse », répondit quelqu'un d'autre. « Collés, dans la voiture, avec de la colle. Ils vont être à l'hôpital pendant des heures. Quelqu'un a pris des photos. Tout le monde a pris des photos. » Le concierge s'approcha de moi. « Madame Ferreira, c'était votre mari ?»« Oui, Jean-Claude. »« Et vous saviez qu'il était là ?»« Maintenant, je sais. » Il hocha lentement la tête. « Je ne dirai rien à personne. »« Oh, Jean-Claude, tout le monde va savoir. D'ici demain matin, tout, Paris saura. » Et j'avais raison. 6 mois plus tard, mai 2025, le café au lait fumait dans ma tasse en céramique artisanale, achetée dans une petite boutique de Montmartre la semaine dernière. Je l'avais payé 18 Thain, un prix ridicule pour une tasse, mais j'aimais ses couleurs bleues et dorées, et pour la première fois en 68 ans, je pouvais me permettre d'acheter quelque chose simplement parce qu'il me plaisait. J'étais assise sur la terrasse de mon nouvel appartement du 7e arrondissement. 2 pièces lumineuses avec vue sur les Invalides. Loyer. 1800 par mois. Cher, mais j'avais 1200 000. Je pouvais me le permettre pendant des décennies. Les oiseaux chantaient dans les arbres de l'avenue. Mais à Paris, la ville la plus belle du monde était encore plus belle quand on était libre. Mon téléphone vibra. Un message de Daniel. « Maman, le jugement du divorce est tombé. Tu veux les détails maintenant ou au déjeuner ?» Maintenant. Il m'appela immédiatement. « Maman, tu as tout gagné. Tout. Dis-moi les chiffres. L'appartement du 16e te revient intégralement. Papa n'a droit à rien. Le juge a considéré la fraude tentée comme suffisante pour lui retirer toute prétention. Ta pension de réversion, maintenue intégralement. Ses comptes bancaires, gelés pour payer les amendes. Et... » Il marqua une pause. « Le juge t'a accordé 50 000 de dommages et intérêts pour préjudice moral. 150 000, papa doit te payer. Il a qui
6 mois pour trouver l'argent. Sinon, saisis de ses biens. Je souris. Quel bien? Je croyais qu'il n'avait plus rien. Il a une voiture, quelques meubles, une montre Omega qu'il cachait. Ça devrait couvrir peut-être 30 000. Le reste, il va devoir emprunter. Ou travailler. À 72 ans? Parfait. Maman, tu es terrifiante quand tu souris comme ça. Je sais, mon chéri. Et Alice? Le divorce est prononcé depuis mars. Elle ne touche rien. 0. Le juge a considéré l'adultère avec ton père comme une circonstance aggravante. Elle a dû quitter l'appartement. Elle vit maintenant chez sa mère, dans le 93. Elle a perdu son travail aussi. Son employeur a trouvé les photos sur Internet. Ah, oui, les photos. L'histoire était devenue virale, exactement comme je l'avais prévu. L'affaire de la colle du parking, c'est comme ça que les médias l'avaient baptisée. Les photos de M. Beaumont avaient circulé partout. Pas les photos explicites, bien sûr. Celles-là étaient réservées aux preuves judiciaires. Mais les photos des pompiers, de l'ambulance, des 2 silhouettes sur le brancard cachant leur visage. Le Parisien avait fait un article. Adultère collant, un mari et sa belle-fille retrouvés dans une situation embarrassante. Le Figaro. Paris, une femme trompée, orchestre une vengeance spectaculaire. Même France Info en avait parlé. L'affaire qui colle, quand une épouse de 68 ans prend sa revanche. Les forums Internet avaient explosé. Reddit, Twitter, Facebook, TikTok. La colle vengeance avait été en tendance pendant 3 jours. Et criminellement, demandai-je. Les accusations? Papa a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour falsification de documents et tentative d'escroquerie. Le juge a considéré son âge et le fait que le crime n'a pas été consommé. Mais le sursis est strict. La moindre infraction dans les 5 prochaines années et il va en prison. Et le Rohypnol? Là, c'est plus grave. 8 mois de prison. Ferme. Il commence à purger la semaine prochaine. Prison de Fresnes. Il sortira en janvier 2026. Giuliano Ferreira, mon mari pendant 46 ans, allait passer Noël 2025 en prison. Le docteur Barbier, radiation définitive de l'ordre des médecins. Il ne pourra plus exercer et une amende de 50 000 $ pour falsification de certificat médical. Sa carrière est finie. Bien. Alice a pris 6 mois avec sursis pour complicité. Pas de prison ferme, mais un casier judiciaire. Elle ne pourra plus jamais travailler dans la finance. Je bus une gorgée de mon café. Il était parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. Équilibré. Comme ma vie maintenant. Daniel, comment vas-tu? Un silence. Puis, mieux, beaucoup mieux. La thérapie aide. Et il hésita. J'ai rencontré quelqu'un. Vraiment? Une avocate du cabinet concurrent. Sophie, 32 ans. Intelligente, honnête, complètement différente d'Alice. Tu es heureux? Je commence à l'être, pour la première fois depuis longtemps. Alors je suis heureuse aussi. Nous raccrochâmes. Je restais assise sur ma terrasse, observant Paris s'éveiller sous le soleil de mai. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de novembre. 6 mois de transformation totale. Avant, j'étais Josiane la discrète. Cheveux gris coupés courts sans style, attachés en un chignon serré qui tirait ma peau. Vêtements démodés achetés au Monoprix. Pantalons informes, pull terne, chaussures orthopédiques laides mais pratiques. Lunettes à monture épaisse datant de 2010, dos courbé, épaules rentrées, invisible, oubliable. Une vieille femme parmi des milliers. Après, j'étais Josiane la libre. J'avais laissé mes cheveux pousser légèrement. Ils tombèrent maintenant. En vagues douces autour de mon visage, avec quelques mèches teintes d'un châtain doux qui atténuait le gris complet. Une coiffeuse du 6e m'avait conseillé « Madame, vous avez un beau visage, arrêtez de le cacher ». Elle avait raison. Mes vêtements étaient simples mais bien coupés. Un jean Levi's qui m'allait vraiment, un chemisier blanc en coton égyptien, une veste légère en lin couleur crème. Des lunettes neuves à monture fine et moderne. Des chaussures confortables mais élégantes de chez Geox. Je me tenais droite maintenant, épaules en arrière, tête haute. Les gens me remarquaient, pas parce que j'étais belle, je ne l'étais pas, et ce n'était pas le but, mais parce que j'existais. J'occupais de l'espace.
J'avais une présence. C'était nouveau. Et c'était extraordinaire. Ma nouvelle routine était simple. Lever à 7 heures, café sur la terrasse. Marche d'1 heure dans Paris, les quais de Seine, les jardins du Luxembourg, Montmartre, lecture dans les cafés. J'avais redécouvert ma passion pour les romans policiers. Déjeuners avec Daniel 2 fois par semaine. Cours d'aquarelle. Le jeudi après-midi dans un atelier du Marais. Bénévolat le mardi matin dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Ce dernier point était important. Très important. Parce que j'avais décidé de transformer ma vengeance en quelque chose d'utile. J'avais donné aux 200 000 de ma fortune à 3 associations. 80 000 au refuge où je faisais du bénévolat, 70 000 à une association d'aide juridique gratuite pour femmes divorcées et 50 000 à un programme d'éducation financière. Pour femmes de plus de 50 ans, pour qu'elles sachent gérer leur argent, avais-je dit à la directrice du programme, pour qu'elles ne dépendent jamais de personne. La directrice, une femme dynamique de 40 ans nommée Laure, m'avait regardée avec des yeux brillants. « Madame Ferreira, vous êtes une inspiration. Les femmes qui participent au programme vous appellent la dame de la colle. Elles ont toutes entendu votre histoire. Vous leur donnez de l'espoir. Ce n'était pas de l'espoir, c'était de la rage. La rage peut être productive quand elle est bien dirigée. Elle avait raison. Au refuge, je parlais avec des femmes qui vivaient ce que j'avais failli vivre. Des femmes trompées, volées, manipulées, droguées, terrorisées. Je les écoutais. Je partageais mon histoire. Et je leur disais la phrase que j'avais apprise. Vous n'êtes pas impuissante, vous êtes stratégique. Certaines pleuraient en m'écoutant, d'autres prenaient des notes. Une femme de 53 ans nommée Martine m'avait dit la semaine dernière « Madame Ferreira, grâce à vous, j'ai ouvert un compte bancaire secret. Mon mari ne sait pas. Je mets all 100 prélentes par mois. Dans 10 ans, j'aurai ma liberté. » C'était peut-être la chose la plus belle qu'on m'ait jamais dite. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Maître Rousseau. « Madame Ferreira, j'ai de bonnes nouvelles. L'appartement du 16e s'est vendu. » Mon cœur fit un bond. Déjà ? Le marché est excellent en ce moment. Vous aviez dit que vous vouliez vendre. C'est fait. 2 650 000, plus 1 200 000 déjà en banque et 3 850 000 d'heures. À 68 ans, j'étais millionnaire. Maître, transférez 500 000 sur un compte séparé. Ce sera pour Daniel, son héritage anticipé. Et le reste ? Et en 1000 000 reste en investissement sécurisé. Et en 1000 000, je vais m'en servir pour vivre confortablement. Et 350 000. Je vais y réfléchir. Peut-être plus de dons. Peut-être des voyages. Peut-être les deux. Vous avez mérité chaque euro, madame. Non, maître. J'ai survécu pour chaque euro. C'est différent. Après avoir raccroché, je restais assise encore 1 heure sur ma terrasse. Les pensées tourbillonnaient. Giuliano était en prison. Alice était détruite socialement et professionnellement. Le docteur Barbier ne pratiquerait plus jamais. Maître Leroux avait été réprimandé par l'ordre des notaires pour négligence. J'avais gagné, sur tous les fronts. Mais la victoire n'avait pas le goût que j'imaginais. Ce n'était pas sucré, ce n'était pas euphorique, c'était calme, c'était juste, c'était mérité, et surtout c'était terminé. 46 ans de mariage, 46 ans de sacrifice, 46 ans où j'avais été invisible. Tout ça s'était terminé dans un parking souterrain avec un tube de super cola et une femme de 68 ans qui en avait eu assez. Les gens me demandaient parfois si je regrettais, si la vengeance en valait la peine, si je me sentais coupable. La réponse était simple, non, 0 regret, 0 culpabilité, 0 hésitation. Ils avaient essayé de me détruire, de me voler, de me droguer, peut-être même de me tuer. Je les avais juste collés ensemble et laissé le monde les juger. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un email de Monsieur Beaumont. Madame Ferreira, les dernières statistiques. L'article sur votre histoire a été partagé 847 000 fois sur les réseaux sociaux. Votre histoire est devenue un cas d'étude dans plusieurs universités françaises. Droit, psychologie, sociologie. On parle de vous comme la femme qui a transformé l'invisibilité en arme. J'espère que vous allez bien.
Vous avez changé ma façon de voir les personnes âgées. Vous m'avez rappelé que l'âge n'est pas une faiblesse. C'est une expérience. Respectueusement, Beaumont. Je fermais mon téléphone, terminais mon café, regardais Paris s'étendre devant. Moi dans toute sa magnificence. À 68 ans, ma vie venait de commencer. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais vieille. Il pensait que j'étais idiote parce que j'étais discrète. Ils pensaient que j'étais inoffensive parce que j'étais une femme. Ils ont découvert qu'ils avaient tort sur les 3 points. Je me levai, enfilai ma veste en lin, pris mon sac, à main, un nouveau sac en cuir italien qui avait coûté au 340 et que j'adorais. Aujourd'hui, j'allais au Louvre. Ensuite, déjeuner dans ce nouveau restaurant libanais du 11e que Daniel m'avait recommandé. Puis, cours d'aquarelle. Puis dîner avec Sophie, la nouvelle copine de Daniel, que je n'avais pas encore rencontrée. Une journée remplie. Une journée à moi. En descendant les escaliers de mon immeuble, je croisais ma voisine du 4e, une jeune femme de 30 ans, nommée Océane. « Bonjour, Madame Ferreira. »« Bonjour, Océane. J'ai lu votre histoire dans Marie-Claire. L'interview qu'ils ont publiée le mois dernier. C'était incroyable. Vous êtes mon héroïne. » Je souris. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui a refusé d'être une victime. C'est exactement ce qui fait de vous une héroïne. Je sortis dans la rue. Le soleil de mai était chaud sur ma peau. Les cafés étaient pleins, les gens riaient. Paris vivait et moi aussi. Pour la première fois en 68 ans, je vivais vraiment, pas pour un mari, pas pour un fils, pas pour une famille, pour moi. Et c'était la meilleure vengeance de toutes, être heureuse. Alors que Giuliano croupissait en prison, que Alice vivait chez sa mère dans la honte, que leur histoire était devenue une blague sur Internet. Moi, Josiane Martins Ferreira, 68 ans, ancienne femme invisible, je marchais dans Paris avec 3 000 livres ou 150 000 $ en banque, une nouvelle vie devant moi et la certitude absolue que plus jamais, je ne serai la victime de qui que ce soit. Ils voulaient me coller une étiquette de vieille idiote. Je les ai juste collés ensemble et j'ai appelé les pompiers. Effing.